Qu'est-ce que tu as pensé, toi, des différentes extensions qu'il y a pu y avoir sur WoW, justement C'est extrêmement intéressant parce que c'est à la fois, bon, on peut se dire c'est le même jeu depuis 21 ans, mais comme tu le soulignes, il y a eu des extensions. Ouais, Je n'ai pas la prétention d'être d'accord. photographe. Alors du coup, moi j'ai fait une petite sélection de photos, parce qu'il y en a certaines en feuilletant qui m'ont interpellé. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors oui, ça c'est pris de mon boulot, qui est le campus de l'école où je travaille, qui est à Paris. De retour sur le plateau en G-Pop Corner. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Sam Vostok. Bonjour. Bonjour, Ça et va? merci pour l'invitation. Ah Très bah, bien. Merci d'être venu. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, moi je m'appelle Sam, je suis créateur de contenu sur la licence Warcraft, essentiellement en vidéo. Fais ça depuis pas mal d'années, à la fois sur Twitch, enfin Dailymotion à l'époque, ça ne rajeunit pas Twitch, et YouTube, sur les réseaux sociaux. Et puis mon cœur d'activité, c'est vraiment la licence Warcraft, même si je fais d'autres choses, et notamment son histoire, l'histoire du lore, l'histoire du jeu en tant qu'objet vidéoludique aussi. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait sur Warcraft? Quelle est la première chose en fait qui t'a fait découvrir cet univers? Un peu le hasard, quand j'étais gamin, au milieu des années 90, j'avais acheté Warcraft 2 d'occasion. Donc vraiment, enfin, je crois que c'est même une question de prix et l'argent de poche, on est vraiment là par hasard. Et après quand le 3 est sorti, je me dis: «Bon, je vais faire le 3», et puis Ouais. j'ai beaucoup accroché. Et puis quand le MMO est sorti, mon petit frère m'y a converti en insistant beaucoup, et j'ai tout de suite accroché, et c'est parti comme ça. Donc tu as commencé à jouer à WoW, c'est ça? Et en quelle année? Alors WoW, j'ai commencé en 2004 avec la Ok, bêta ouverte de Vanilla. ok. Pour le MMO, Warcraft 2, ça devait être en 95, et après, il y a eu Hearthstone, HOTS, mais c'est vraiment WoW 2004. D'accord. Et donc là, tu continues à jouer sur WoW ou pas? Toujours, Toujours depuis 21 ans. C'est vrai, il n'y a pas eu de pause, il n'y a pas eu de. Bon, je crois que j'ai dû faire une pause de, allez, un mois la deuxième année. Oh là là, une grande pause. Ouais, grande pause sur 21 ans. Ça. Ok. Et du coup, alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi, des différentes extensions qu'il y a pu y avoir sur WoW, justement Bah, c'est extrêmement intéressant parce que c'est à la fois, bon, on peut se dire c'est le même jeu depuis 21 ans, mais comme tu le soulignes, il y a eu des extensions. Ouais. euh, qui sont, je ne veux pas dire des nouveaux jeux à chaque fois, puisqu'on rajoute quand même beaucoup de branches au même arbre, mais on a vraiment des ajouts qui disent aussi quelque chose de la consommation, des modes, de ce qui se fait dans le jeu vidéo à une époque. Et le WoW d'il y a 21 ans et le WoW d'aujourd'hui, enfin, c'est deux jeux différents Ouais, c'est quand ça. même. Et il y a à la fois le jeu en tant qu'objet avec le gameplay, par exemple, qui a beaucoup changé. Il y a l'histoire et la manière de narrative qui a changé. Il y a les rapports sociaux entre joueurs qui ont beaucoup évolué. Donc à chaque fois, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des choses qui changent tout simplement, sans qu'on porte un jugement de valeur là-dessus. Mais c'est vrai que pour moi, qui est 43 balais aujourd'hui, le jeu est plus simple à aborder quand même, vu le temps que j'ai. Ben, c'est ce que je voyais là quand ils ont essayé de relancer le premier mode qui était sorti, donc il y a 21 ans maintenant, où les gens disent bah non mais c'est trop dur, c'est pas possible, on peut pas y arriver. C'est vrai qu'il y a eu une simplicité du jeu au fur et à mesure, mais dans un sens qui a permis aussi à plus de gens d'y jouer. Oui, c'est le but à chaque fois. Et c'est comme souvent, comme avec les adaptations d'œuvres au cinéma ou en jeu vidéo, puriste versus C'est ça. élargir la base. Alors tu me lances parfait une belle perche. Qu'as-tu pensé de Warcraft, le film? Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, et plein de fois en peu de temps en plus, parce que le jeu de la promotion faisait que j'avais vu l'avant-première au Rex, j'avais été invité. Ah oui. Nous, on organisait un événement quand j'étais chez Millennium à l'époque, dans un cinéma CGR. J'avais été invité à l'avant-première sur Hollywood Boulevard, et je crois qu'il y a encore une fois qui s'était greffé entre. Donc je crois que je l'ai vu j'ai dû le voir 3 fois en 2 semaines. Ah oui, Pour autant, on est dans, je disais puriste versus grand c'est public, je suis ça. plus dans le grand puriste. Donc la comparaison que je faisais à l'époque, c'était de dire, c'est comme si on présentait un historien de la Seconde Guerre mondiale, Inglourious Basterds, en disant que c'est un film historique. Ah d'accord. Alors, il y a des bonnes choses, effectivement, mais c'est un bon divertissement. Mhm. Mais voilà, je voyais surtout les changements qui, à chaque fois, me cassaient dans l'immersion. Ah oui.
Donc, mais voilà, c'est un bon divertissement incontestablement, Bah, même c'est vrai si malheureusement il n'a pas eu de pour suite. c'est ça. Moi, c'est ce que je trouve dommage parce qu'au final, c'est comme beaucoup d'adaptations où les fans râlent et du coup cassent en fait la possibilité de créer des suites. Moi qui connaissais pas du tout le lore, ou très peu, mais par contre qui avait joué à WoW, j'avais trouvé ça génial. On voyait les différents lieux. Moi, juste une scène dont je me souviens, c'est le Murloc qu'on voit. En fait, moi, c'est la scène qui me marque encore dans le film. C'est bête, mais je me suis dit, mais oui, mais oui. Et puis il y a le bruit en plus, je crois. Je me suis dit, mais combien de fois j'ai dû entendre ces bruits de Murloc qu'il fallait buter juste parce qu'il fallait récupérer je ne sais plus combien d'écailles ou que sais-je. Mais oui, c'est dommage, quoi. C'est vraiment le côté Madeleine de Proust. C'est ça. Voilà, mais les puristes, quelle que soit l'œuvre, hein, finalement, ils sont peu. C'est pas pour eux. Enfin, les chiens à bois, la caravane passe. Si ça a plu à beaucoup de monde, enfin, le film a énormément, enfin, très bien marché en Chine, pas beaucoup aux États-Unis, ce qui était le marché décisif. Il a marché correctement ailleurs. Souvent, c'est le problème que ce soit dans beaucoup d'œuvres culturelles. Mm. Les gens disaient à Blizzard, voilà, faites un film sur Arthas, avec Henry Cavill qui joue Arthas ou des choses comme ça. Et Blizzard est parti sur autre chose. Après, c'est un film qui a été accouché dans la douleur en termes de créa, de processus de lancement, etc. C'est facile à dire de l'extérieur aussi. Oui, c'est ça. Et puis il a dû coûter un petit peu cher. Ouais, notamment en costume et en effets spéciaux. Ah, ouais, c'est ça, voilà. Alors du coup, Sam, tu disais que tu étais donc sur Twitch, c'est ça? Donc où tu parles en fait du lore? Alors sur Twitch, je fais deux types de contenu. Essentiellement, je parle du lore de Warcraft. C'est-à-dire que je vais prendre chaque semaine, chaque mardi soir, un sujet, ou transversal, ou plus ciblé, sur un sujet. Là, par exemple, demain, je parle des druides dans Warcraft. La semaine dernière, il y a 2 semaines, je parlais de la lumière, qui est une des forces cosmiques de Warcraft, qui est beaucoup plus transversale. Donc, il y a un peu tout. Ça peut être des sujets plus thématiques, comme, je sais pas, les grandes tragédies dans Warcraft. Et c'est quand il y a des sorties d'extensions et de choses comme ça, en général, j'ai la chance d'avoir accès à la bêta. Donc ça permet de faire découvrir le contenu aussi aux gens qui aimeraient savoir ce qui se passe. Mais de toute façon, ça tourne beaucoup autour de Warcraft. Ouais, Les gens viennent me voir pour ça. bien sûr. Et à l'époque où j'avais le temps de plus streamer, je faisais autre chose que du Warcraft. Je faisais d'autres jeux plus chill, parce que je suis mauvais aux jeux vidéo. Cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Je faisais des vidéos d'histoire, puisque je suis historien de formation, donc il en reste des D'accord. traces, et que j'aime partager. Et il y avait ça. Mais c'est oui, essentiellement pour du contenu Warcraft qui après se retrouve pimpé et découpé sur YouTube. Donc tu es aussi sur YouTube où là donc tu diffuses donc tes vidéos, tes explications sur le lore également. Et on a vu aussi que tu étais sur Instagram. Et alors là, la grande surprise quand on arrive sur ton Instagram, c'est qu'on découvre des photos de voyages, des photos de monuments, de statues aussi, de beaucoup de choses. Alors tu viens de me le dire, tu es historien de base. Est-ce que c'est pour ça en fait que tu postes ça? Qu'est-ce que c'est en fait cet Instagram? C'est le plus perso et le moins, entre guillemets, créateur de contenu de mes réseaux, parce que j'avais vraiment envie d'avoir un espace pour partager ce qui me plaisait. Mhm. C'est Sam derrière Vostok, si j'ose dire. Ouais, Et voilà, je suis historien de formation et j'aime beaucoup l'histoire, le patrimoine, l'architecture, les belles choses. Des fois, il y a de la poésie dans un presque rien, un rayon de lumière, un angle de vue, un sac plastique qui vole au vent, comme dans certains oui, films. c'est ce que j'ai remarqué pas mal. T'es photographe aussi ou Non, c'est enfin c'est un vraiment photographe du dimanche, voilà, photographe du parce que ça dimanche? me plaît. Ok, d'accord. Et voilà, ça me plaît de créer, de faire de la photo. J'aime bien créer du contenu sous diverses formes, dont faire des photos. Mais je n'ai pas la prétention d'être photographe. D'accord. Alors du coup, moi j'ai fait une petite sélection de photos parce qu'il y en a certaines en feuilletant qui m'ont interpellé. Voilà, je voudrais éventuellement, si la régie est prête, diffuser la première photo pour qu'on puisse en discuter. Alors ça, c'est une photo des plus récentes, je crois que j'ai vu sur ton Oui. fil, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors oui, ça c'est pris de mon boulot, qui est le campus de l'école où je travaille, qui est à Paris, où il y a une très belle vue du 10e étage sur un peu tous les alentours, comme on est plutôt proche du centre de Paris. Et donc on voit la tour Eiffel sous. Je crois que c'était pas loin des jours où il avait neigé, parce qu'en bon parisien, dès qu'il y a de la neige, évidemment, on râle et on sort l'appareil photo. Mais voilà, il y a une jolie vue dégagée. Puis j'ai retravaillé un peu la photo pour qu'il y ait cet effet un
un peu obscur. Et voilà, j'aime bien le rendu, j'aime bien les toits parisiens sont en général un bon sujet visuel. D'accord. Parce que étant parisien, j'aime beaucoup enfin, j'y vis plus, mais tout proche, mais j'aime beaucoup ma ville. Et voilà, je trouvais ça intéressant de voir la Tour Eiffel émerger comme ça des toits. Et on a la chance d'avoir une ville qui est préservée relativement architecturalement, qui n'est pas défigurée par des tours un peu partout ou des C'est bâtiments ça. qui viennent casser l'harmonie. Et là, la Tour Eiffel émergeait bien de tout ça. C'est vrai que cette photo, je la trouve. C'est pour ça aussi que je l'ai sélectionnée. Je la trouve assez particulière. On a vraiment le bout de la Tour Eiffel qui est noyé dans les nuages. Et c'est vrai qu'elle est jolie. Est-ce qu'on peut passer éventuellement à la deuxième photo? Voilà, alors celle-ci, c'est pareil, je l'ai trouvée vraiment très jolie. Alors j'ai essayé de prendre dans des villes différentes parce que à chaque fois tu tags les villes. Donc j'ai essayé. Bon, j'ai pas réussi toujours, mais du coup, celle-ci, qu'est-ce que tu peux en dire? Elle est vraiment aussi pareil, je trouve très jolie. Pas du tout un Merci. spécialiste de photo, mais je trouve à chaque fois, voilà, elle dégage quelque chose. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Écoute, ce que tu dis résume bien la démarche. Déjà, le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a toujours sur soi. Donc, en général, je choisis mes téléphones pour ça. Ouais, Et ça, c'était vraiment une photo prise un instant en rentrant de l'ancien campus qui était porte de la Villette. Et j'ai souvent, en général, quand je marche et que je suis pas tout seul, les gens, enfin, j'ai tendance à m'arrêter parce que mon œil a repéré un truc. Et là, ouais, voilà, la symétrie faisait que. Alors évidemment, elle est retravaillée. J'ai découvert Lightroom il y a quelques années, ce qui me permet aussi d'augmenter les effets de lumière, etc. Donc là, on est au bord du bassin de la Villette, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une partie au niveau des écluses qui mène vers le bassin avec un des ponts qui reste au-dessus, qui est un des ponts qui est encore d'époque puisque les ponts à côté ont été reconstruits. Ça faisait un peu vieillissant avec un lampadaire qui est isolé. Donc c'est un endroit où il y a souvent des gens qui vont courir. Ou qui est un endroit, alors ça se voit pas, mais quand il pleut, qui est un peu délaissé parce que c'est de la terre, il y a beaucoup de passages, donc force ça fait beaucoup de boue, etc. Mais voilà, je sais pas, c'est un instantané d'une ambiance, etc. Et souvent, c'est ces photos-là que je préfère faire parce que voilà, on saisit la magie d'un instant. c'est exactement ça. Et puis c'est vrai que c'est tout le principe un peu de la photographie. On saisit à un instant, à un moment. Et sur cette photo-là, moi, le lampadaire, en fait, c'est bizarre. Ça m'a fait penser à Narnia, tu vois. Forcément, un lampadaire pris comme ça, ça fait toujours appel un peu ça fait écho un peu en nous à des événements particuliers. Donc là, pour moi, c'est vrai que c'était un petit peu ça. Et c'est intéressant en fait de voir toi, en fait, qu'est-ce que ça t'inspire ce genre de photos-là. Pourquoi en fait, pourquoi tu t'arrêtes sur ces moments-là, quoi. C'est souvent, ça va être la lumière. Je marche beaucoup à la lumière. La lumière, ouais. Alors évidemment, quand c'est tôt le matin ou tard le soir, et c'est là où on a la plus jolie lumière. Selon l'endroit où se trouve, c'est vrai qu'on a de plus jolis effets de lumière au soir tombé dans le sud de la France qu'à Paris, par exemple. Ouais, d'accord. Est-ce qu'on Euh, peut éventuellement voir la troisième photo alors, Alors celle-ci. alors, celle-ci, elle date un peu. Elle est prise à Marseille. C'est la porte des. C'est le monument des. C'est en lien avec l'Algérie. Je me demande C'est si ça, c'est ouais. pas les. C'est marqué dessus aussi. C'est lié à l'Algérie. Je crois que ça date de la Aux guerre. héros de l'armée Et d'Afrique, je crois. d'Orient. Ouais, c'est ça, D'Orient. d'Orient et des terres lointaines. C'est peut-être le. Alors, vu que c'est style Art déco, pardon, c'est sûrement les soldats africains de post-première guerre mondiale, je pense. Donc, ça doit être lié à ça. Et donc, il y a cette arche qui est construite sur la corniche à Marseille, qui donne sur la Méditerranée, qui est probablement orientée en direction de l'Algérie ou peut-être d'Alger. Avec, on doit avoir, je pense, des tirailleurs à côté. On a le blason de l'Algérie qui est le croissant de l'Algérie de l'époque, qui est le croissant là-dessus, qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur le bâtiment de la Sorbonne où il y a l'Académie d'Alger qui est représentée par ce même blason. Et alors je ne sais plus ce que représente l'allégorie au centre là-dessus, j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est plus tout frais dans ma tête. Ayant vécu à Marseille quelques années, à l'époque où j'étais chez Millennium, c'est vrai que j'aimais beaucoup me balader sur la corniche au bord de la Méditerranée. Et souvent, les gens ne le voient pas. Ça date de Napoléon, mais on a un regard différent sur le patrimoine, dans le sens où on essaye de désenclaver les monuments depuis. Alors, on n'a pas attendu Napoléon, mais ça a été plus systématique. Et effectivement, un monument, c'est pas juste un bâtiment qui est là pour faire joli, commémoreux, qui est remarquable, mais qui est inséré dans un espace avec un jeu de vue, de perspective, qui est fait pour être admiré, qui est fait pour inspirer quelque chose aussi, hein. Quand on construit des édifices d'apparat, des édifices symboliques comme ça, c'est aussi pour ça. Et il y a toujours toute une symbolique sur la symétrie, l'orientation, sur
Alors, c'est pas le cas ici, c'est peut-être le cas ici, mais c'est notamment dans les lieux de culte par rapport à comment tombe la lumière du soleil à certains jours de l'année. Ouais. Euh, et c'est toujours fascinant de voir ça. Et les gens finalement voient mais ne regardent plus ou passent devant sans s'arrêter. Et c'est toujours malheureux. Et le merveilleux est là à chaque instant. Et que ce soit un monument, que ce soit une jolie façade. Dans la rue où j'étais, quand j'étais gamin, il y avait un bâtiment qui était très joli, sans être exceptionnel pourtant, mais régulièrement, les gens s'arrêtaient et le voyaient parce qu'il dénotait, qu'il détonnait. Et il était vraiment très joli. Il y avait quelque chose d'esthétique qui faisait qu'on ne retrouve plus, par exemple, dans l'architecture des années après-guerre, où on a tout ce qui est de l'école d'Athènes, enfin de la charte d'Athènes en architecture, où on s'insère beaucoup moins dans le bâti et le tissu urbain existant, qu'on le construise en retrait ou pas à la même hauteur ou moins en harmonie avec ce qui entoure, c'était dommage. Et ça se faisait plus. Et là, on revient dessus quand même s'il y a des... je pense qu'il y a toujours ce soit un jugement très personnel, je pense qu'il y a quand même une part de narcissisme dans la création architecturale et dans ceux qui veulent laisser leur empreinte architecturale, que ce soit les architectes ou les commanditaires, sans prendre en compte ce qui est existant autour, quoi. Or, un tissu urbain, une ville, c'est des milliers, des millions de gens qui vivent dedans et qui vont le voir, qui vont le côtoyer, qui vont le... On voyait la tour Eiffel après. Là, récemment, il y avait par exemple la tour Montparnasse où ils ont enfin entériné, enfin, on va enfin pouvoir commencer les travaux pour la rénover. Et dans toutes les villes du monde, il y a un peu, avec ces grandes tours, une blague qui est systématique. C'est du genre, la personne la plus heureuse de la ville, c'est celle qui vit dans ce bâtiment parce qu'elle ne la voit pas. Je crois que c'était j'ai pas envie de dire, c'est un écrivain célèbre français du 19e, je crois que c'est Maupassant, qui allait régulièrement manger, enfin on dit qu'il allait régulièrement manger au restaurant de la Tour Eiffel, et on lui demandait pourquoi, alors qu'il détestait le bâtiment, parce qu'il disait que c'est le seul endroit de Paris où il la voyait pas. Ouais, c'est ça. Oui. Je sais pas si l'anecdote est vraie, mais en fait ça dit beaucoup de choses. Et finalement, c'est vrai qu'on perd ça. Et aujourd'hui, il y a un espèce de renouveau dans l'architecture, pas dans l'architecture monumentale, mais dans l'architecture de tous les jours. Alors, je le vois notamment sur les programmes immobiliers en Île-de-France, vu que c'est là que je vis. Il y a un côté où c'est pas néoclassique au sens habituel de l'architecture, mais on va faire de la maison française ou du petit immeuble traditionnel français, qui est intégré, qui est avec des toits en pente, qui est avec des jolies façades, etc. Ouais. Ce qui, je pense, on laisse le choix aux gens et ce qu'ils préfèrent. Mais il y a toujours des esprits chagrins pour dire non, c'est rétrograde, c'est passiste ou quoi que ce soit, alors que finalement, c'est inséré dans le tissu urbain, peut-être moins narcissique à construire. Mais c'est vrai que avoir un joli environnement, ça joue beaucoup sur le moral des gens. Bien sûr, et puis de toute façon, s'il fallait qu'on suive l'historique de nos constructions, en vrai, on continuerait à construire des maisons en paille et puis oui. Voilà. Donc, il faut que les choses évoluent nécessairement. Bien sûr, il faut que les choses évoluent. Mais de mon point de vue, dans le respect de ce qu'il y a autour. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas dénoter un quartier. Moi, je pense à Angers, parce que c'est la ville dans laquelle j'ai vécu, avec des maisons à colombage qui sont magnifiques. Si à côté on la rase pour faire une maison à toit plat, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et puis après, il faut voir, parce qu'on peut toujours avoir... mais la question s'est posée à toutes les époques sur beaucoup de styles architecturaux, sur la modernité. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on estime aujourd'hui, auxquelles on est habitué, qui vont parfaitement dans le décor. Je prends l'exemple de Paris, parce que c'est là d'où je viens. C'est la pyramide du Louvre. Tout le monde poussait des cris d'orfraie. Ouais. Aujourd'hui, elle fait consensus. Elle est moderne, mais elle est très bien insérée. Beaubourg, on pourrait en dire plus, mais à l'arrière, il est relativement bien inséré parce qu'il ne fait pas 150 mètres de haut au milieu de tout ça. Mais il y a plein de... Par exemple, quand l'art nouveau, quand l'art déco, quand beaucoup de styles qu'on trouve jolis aujourd'hui sont arrivés, les gens disent « Ah oui, mais c'est... Donc, il y a toujours, mais c'est propre à l'humanité, les anciens contre les nouveaux, quel que soit l'architecture, la culture, la musique, l'esthétisme... Sans parler des jugements par exemple, là, la façade de l'Opéra Garnier à Paris est en train d'être rénovée. Il y a un des groupes de sculpture qui est celui de la danse, qui est la sculpture académique du Second Empire, qui avait fait scandale chez certains à l'époque parce que on voyait des corps nus, etc. Ouais. Donc ça traverse toutes les sociétés. Oui, et puis ça date pas d'aujourd'hui, les corps nus. Exactement. Mais si le bâtiment est inséré, je reviens à ton histoire de toit plat, si finalement... c'est aligné sur les autres, que ça tombe à peu près à la même hauteur et peut-être que c'est utilisé avec les mêmes matériaux. C'est-à-dire pourquoi pas, c'est pas trop hideux, mais idéalement, oui, il vaut mieux. Si je prends l'exemple d'une autre ville où j'ai vécu, Bordeaux plaît autant, c'est parce que la façade est harmonieuse quand on la regarde de la rive opposée, par exemple. Ouais. Il me semble que j'en ai trouvé une photo de Bordeaux. On va voir la 4e photo éventuellement.
Ah oui, alors celle-ci, j'ai trouvé. Alors, celle-ci, elle me fascine vraiment. Alors, les autres aussi, mais celle-ci, vraiment, je me suis dit, mais alors attends, il est dans le ciel, ah bah, elle est magnifique. On dirait une fausse image. Je suppose que c'est une vraie photo que C'est une tu vraie que tu as photo, fait. prise d'avion. Voilà, prise. Bah, du coup, je me suis douté, mais elle est magnifique. Là, pour le coup, on peut s'imaginer, moi qui ai beaucoup, beaucoup d'imagination, on peut s'imaginer plein de choses. Parce qu'on pourrait se dire, ok, on est dans les nuages, mais on pourrait se dire, non, en fait, c'est une terre. Parce qu'on voit un peu le fond, on a l'impression que c'est au final des montagnes avec de la neige. Enfin, elle est géniale cette photo. Vraiment. Je prends rarement l'avion, mais c'est vrai que quand j'ai la chance d'être côté hublot et qu'il n'y a pas l'aile dans le champ, C'est ça. c'est plaisant. Et puis là, je l'avais pris. Et puis en retravaillant, enfin, en faisant Mumus finalement avec alors je ne sais plus si c'était Lightroom ou c'était l'outil de Google j'ai oublié le nom, qui permet de retoucher que j'utilisais avant. Voilà, qui permet d'augmenter le contraste, d'avoir des choses intéressantes là-dessus. Donc je note quand même qu'il y a deux photos où il y a quand même des ciels très, très Ah bah oui. nuageux qui te plaisent. Ah, bah, c'est parce que en fait, la couleur, la lumière, comme tu Oui. disais, elle a un véritable impact en Ouais. fait sur les photos que tu donnes. J'aime beaucoup les photos ensoleillées parce que je préfère le soleil. Mais pour le coup, là, celle-ci, j'avoue qu'elle m'a vraiment, comme tu dis, en fait, tapé dans l'œil. J'ai regardé un petit peu ton feed et celle-ci, elle a vraiment dénoté. Elle est suspendue hors du temps, quelque part. Exactement, c'est exactement ça. On pourrait même pas dire à quelle époque ça a été pris. On peut passer à la photo numéro 5. Il me semble que j'en ai pris 6. Alors ça, est-ce que tu peux me raconter ça? Est-ce que tu te souviens? Ça, c'est Bordeaux, si je Je dis pas de crois, bêtises. ouais. C'est au jardin public et il y a des espèces de pavillons à l'antique qui sont dans le jardin. Alors, je ne sais pas quelle était leur utilité à l'époque. C'est sûrement à l'époque pour mettre à l'abri de la pluie, permettre d'installer peut-être de quoi manger ou jouer de la musique ou des choses comme ça. Et voilà, il y avait c'était un de mes anciens collègues qui me disait un truc de frappant sur tes photos, c'est qu'on voit jamais personne dessus. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai remarqué également. Ouais. J'aime bien prendre les gens en photo, mais bon, je les publie pas du coup. Bah oui. Mais ouais, il y a beaucoup plus de poésie quand il y a personne. Bah oui, parce que comme tu dis, ça redonne une photo hors du temps, encore une fois, parce qu'au final, là, on voit pas les habits, on voit pas la mode, on voit rien du tout. Donc moi, je trouve beaucoup plus intéressant dans ces photos-là, c'est vrai. Et parce que le sujet, c'est quand même le bâtiment. Donc il y aurait quelque chose ou quelqu'un au milieu. Finalement, ça gâcherait l'harmonie et la symétrie de la chose. Parce que ça a été conçu aussi comme ça, quelque chose de symétrique, géométrique, qui est le fruit de calculs savants et sûrement une histoire avec le nombre d'or ou que sais-je. Et voilà, c'est harmonieux et c'est cette harmonie et cette symétrie sur ce genre de photos que j'aime montrer. Voilà, j'ai peut-être monté un peu fort la saturation, le contraste, mais... on remonte là, plus voilà. on avance, plus on remonte, donc forcément, Ouais, il y a moins la technique qui est apparue. Est-ce qu'on peut voir l'autre photo? Ah voilà, je crois que c'est la dernière, celle-ci, si je dis pas de bêtises. Alors. Et celle-ci, j'ai trouvé sympa aussi, l'espèce de relief que tu mets en avant avec le premier parapet. Et puis plus on avance, plus on vient sur du château fort, parce qu'à force, ça, c'est le bâtiment qui me parle un petit peu plus. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette photo? Alors, ça, si je dis pas de bêtises, on est à Aigues-Mortes, qui est une ville qui a été construite par Saint-Louis en prévision pour les croisades, qui était une forteresse au bord de la mer. Donc ça, c'est les remparts de la ville. Bon, la mer a beaucoup reculé depuis. Et j'y avais été un jour sur un coup de tête et je m'étais éclaté. J'avais fait je ne sais pas combien de centaines de photos. Et j'ai une tendresse particulière pour les photos où on voit énormément. Il y a 2 tiers de ciel et 1 tiers de quelque chose de très épuré, géométrique en dessous. Bon, de la vieille pierre en l'occurrence. Voilà, je m'étais amusé ce jour-là à faire plein de photos. C'était l'époque où je n'avais pas encore changé. Là, j'ai systématiquement le pli de prendre des photos en verticale pour les réseaux sociaux. Ouais. À l'époque, je prenais beaucoup de photos à l'horizontale. Et voilà, j'aimais bien parce qu'il y a ce côté un peu suspendu. Air France faisait beaucoup de pubs comme ça aussi à l'époque où le ciel était prédominant et on voyait des paysages extrêmement vides en dessous. Et ça me parle, c'est reposant, c'est apaisant. C'est vraiment suspendu hors du temps. Et je pense qu'il y a une forme d'apaisement aussi à voir déjà en profiter en tant que spectateur et puis essayer de le transmettre aussi. Cette sérénité et cette harmonie-là. C'est ça. Et alors, du coup, maintenant, toi, c'est la première fois que tu venais à Angers, C'est la première fois que je viens à Angers. Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter un tout petit peu, de voir le château? Très rapide. Enfin, je suis passé en voiture à travers la ville. Hier, on est passé un bout au musée Jean Lurçat. Ah oui. Mais j'ai pas pu voir donc si j'ai compris, c'est un ancien couvent ou abbatial. Donc j'ai pas pu voir, mais j'ai vu une partie de l'expo Tolkien qui était dans un bâtiment annexe. Et après, on s'est baladé vers, je crois que ça s'appelle l'abbaye Saint-Serge ou un truc comme ça. Donc, j'ai peu vu la ville.
J'ai un peu vu voilà, l'axe principal, si j'ai bien compris, mais c'est, à la fois, il y a un côté un peu jolie ville harmonieuse, et ça et là, il y a des choses qui sont moins. Il y a de la disharmonie, en tout cas, Ah oui, tu trouves? à certains endroits. C'est moins frappant qu'à Marseille, par exemple, où D'accord, à Marseille, il y avait. Bon, alors, la ville avait morflé avec la guerre et ils ont c'est ça. construit. Mais bon, je pense qu'il y a aussi des promoteurs immobiliers, mais il y a comme ce que je pense, moi, très personnel, être des verrues en béton qui dépassent, qui sont Ouais. hautes, qui ne sont pas insérées, etc. Contrairement à un bâtiment très moderne à Marseille, qui est le Mucem, qui est certes très moderne, mais mieux inséré, je trouve. À Angers, il y a quand même ce respect de la hauteur des bâtiments et des choses comme ça. Après, on n'aime pas. Ouais. Il y a la modernité de l'époque. C'est Jean Guiton qui disait à vouloir être dans le vent, on a le destin d'une feuille morte. Il y a un peu de ça. Ah Et oui. il faut de la modernité. Trop de modernité, je pense que ça vieillit très mal. Il y a une époque où la moquette murale orange fluo, c'était de la modernité, par exemple. On voit le destin que ça a eu. C'est vrai, maintenant que tu dis ça. Alors, du coup, on va conclure tout doucement parce qu'au final, on va faire un peu le parallèle entre donc ton côté très historien, on l'a vu, un amoureux de l'architecture, et Warcraft. C'est vraiment, on a l'impression que c'est deux mondes totalement opposés et qui pour autant, au final, t'ont réuni ou t'ont permis en fait d'aimer l'un et l'autre sans distinction. Mais bon, je pense déjà être quelqu'un d'atypique, qui a beaucoup de passion. On a une expression en français comme ça, on parle du violon d'Ingres. Je sais pas. Ça vient du peintre classique Ingres, qui est très connu, qui faisait un travail magnifique, mais qui était aussi un excellent violoniste. Mais c'est vrai qu'Ingres, c'est avant tout un peintre, mais c'était aussi un excellent violoniste. Donc en général, quand quelqu'un a mis beaucoup de stats dans deux métiers différents, C'est ça. il y a de ça. Je pense qu'on a tous de ça. Il y en a. Alors effectivement, mon autre passion, ce serait la chaudronnerie. Ce serait un peu plus compliqué à partager ou à mettre en place, par exemple. Mais ou les mathématiques. Ouais. Donc il y a des choses qui se partagent plus facilement. Mais c'est vrai que je pense qu'on a la chance d'être à une époque où on peut assumer plus facilement ses passions, Ouais. les développer plus facilement, on a aussi une manière de s'informer plus spécifiquement. C'est-à-dire que si demain, moi je vivais dans un petit bled et j'étais passionné par la reliure, par exemple, ou la chapellerie et je voudrais m'y mettre, ça aurait été plus compliqué en 1980 qu'aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux. C'est ça. Et c'est aussi mieux vu, je me rappelle ça parlera peut-être moins aux plus jeunes, mais je prends l'exemple de Jacques Chirac, qui était un expert des arts premiers, un expert de l'art chinois de je ne sais plus quelle époque. Mais quand je dis expert, c'est pas pour la forme, hein, c'était vraiment. Et c'est quelque chose qui cachait, à la fois parce qu'il cultivait une image électorale différente, Ouais. mais à la fois parce que voilà, ça se partageait pas trop, ça se faisait pas trop. Il y avait un rapport différent à la politique là-dessus, mais c'est vrai que je pense qu'on a tous la chance d'avoir des passions très différentes, qu'on peut les partager aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir partager ça et que ce soit réceptif auprès d'un minimum de personnes. Je publierai les photos et j'aurai juste un like à chaque fois. Je ne sais pas si je continuerai à les publier. Ouais. Je continuerai à les faire indiscutablement, mais je ne sais pas si je continuerai à les publier. Donc finalement, tant que ça plaît, tant qu'on aime partager, je pense que c'est ça aussi la clé, parce que c'est le plaisir de partager, comme plaisir d'offrir, Oui, c'est un c'est peu ça, ça. voilà. Bah, écoute, merci Sam de nous avoir partagé tes deux passions. Merci d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau. On te retrouve donc sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram pour le côté architectural. Et voilà, puis on te retrouve dans le salon à l'Angers Geek Fest. Tout à Aujourd'hui. fait. Merci beaucoup pour l'invitation et pour Merci à l'interview. toi.